bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te soku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Ce matin d'avril 1994, la ville se réveille dans ce brouillard quotidien qui recouvre le volcan. Le calme. Mais c'est un calme précaire, car une bombe couve dans cette partie de la région des Grands Lacs. Comment expliquer que les petits Rwandais, plus petits que le plus petit département français, puissent effectivement conquérir sans coup férir un grand pays comme le Congo, 5 fois plus grand que l'Hexagone. Je crois que le Rwanda a su, en tout cas le régime actuel, a su habilement profiter de la coopération militaire, notamment avec l'Ouganda, mais surtout les États-Unis d'Amérique. La crise du Congo commence très probablement avec l'attaque de l'armée patriotique rwandaise en 1990, lorsque Paul Kagame et ses hommes avaient décidé de s'emparer du Rwanda par les armes. Avant l'invasion du Rwanda en 1990, le FPR n'existait pas. Il faisait partie de l'armée ougandaise, mais ils étaient des Rwandais qui avaient grandi en Ouganda et qui parlaient anglais. Ils ont envahi le Rwanda en 1990 et en se séparant de l'armée ougandaise, ils ont été défaits. Ils sont retournés dans la brousse. Paul Kagame, qui avait été entraîné à Fort Leavenworth, est revenu et a pris le commandement. À l'époque, M. Paul Kagame était directeur des services de renseignement en Ouganda. Il a été formé aux États-Unis et c'est au moment où il était en train de suivre sa formation aux États-Unis qu'il est venu sur le terrain pour diriger l'attaque contre le Rwanda. Ils sont passés d'une armée anéantie en 1991 à février 1993 à une armée 10 fois plus grande qui était bien équipée, bien fournie, bien organisée et capable de dominer tout le pays, selon le général Dallaire, et non pas selon moi. Et ils l'ont démontré avec une attaque en février 1993 qui a presque pris la capitale. Ils sont donc devenus une force armée importante en 2 ans. Leur objectif était de s'emparer de tout le pouvoir au Rwanda. Cette attaque avait été arrêtée par l'intervention des éléments de la division présidentielle congolaise du président Mobutu. Et à cette occasion, la France a fourni des hélicoptères de combat qui ont permis d'empêcher l'invasion du Rwanda et le fait de pouvoir renverser le président Habyarimana. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1993, 60 Hutus sont assassinés dans une des zones contrôlées par le FPR. C'est déjà le début du génocide. L'armée patriotique rwandaise revient à la charge en 1994. Finalement, les négociations d'Arusha sont intervenues et l'attentat du 6 avril est arrivé. Les négociations d'Arusha visaient tout simplement à permettre un partage du pouvoir entre les rebelles Tutsis et le gouvernement d'Habyarimana, mais le FPR, qui depuis 1990 a pour objectif de s'emparer de l'ensemble du pouvoir, n'a pas accepté les négociations d'Arusha et donc a organisé l'attentat du 6 avril 1994, à la suite d'une réunion qui a eu lieu à Dar es Salaam. Le président du Rwanda et celui du Burundi tués dans un attentat. Leur avion a été pris pour cible par des tirs de roquettes
alors qu'ils allaient atterrir à Kigali. Depuis l'annonce de cet attentat, des affrontements interethniques très violents ont repris et on vient de l'apprendre. Le Premier ministre du Rwanda et 3 observateurs militaires de l'ONU ont été tués. L'objectif était de faire assassiner 3 présidents en même temps, le président du Burundi, le président du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre. Et donc les services de sécurité du président Mobutu l'en ont empêché, il n'est pas parti. L'ONU a des preuves depuis 1997 que Paul Kagame était responsable de l'assassinat de 2 présidents et de son ancien chef d'état-major. Théogène Rudasingwa est parti en exil et a avoué que le FPR avait assassiné le président et que lui-même était impliqué dans cette dissimulation depuis 15, presque 20 ans. Donc, l'idée que l'assassinat du président par cette armée agressive et invasive soit une stratégie politico-militaire semble bien établie. Cet attentat déclenche la guerre entre les 2 camps, l'armée gouvernementale rwandaise et les rebelles du FPR de Paul Kagame, soutenus par l'Ouganda. C'est au cours de cette guerre que le FPR décide de massacrer la population civile, Hutus et Tutsis confondus. C'est à partir de ce moment-là, en réalité, que le Rwanda décide de s'emparer du Congo. Pendant les massacres, la France avait lancé une opération humanitaire, dite opération turquoise. Il ne s'agit pas d'une opération d'intervention politique pour aller départager un camp contre l'autre, c'est une opération humanitaire pour protéger les populations. Au mois de juillet, précisément un mois, le 26 juillet, le président Clinton a lancé une autre opération humanitaire avec le nom de code de opération Support Hope. Donc Support Hope avait pour vocation de faire déplacer une logistique importante, c'est-à-dire des cargos militaires américains ont été envoyés en Ouganda et le président Clinton, les autorités américaines ont signé un accord avec le ministre de la Défense ougandais l'autorisant à ce que Entebbe devienne la plateforme opérationnelle de l'opération humanitaire Support Hope des États-Unis. Et au terme de cet épisode-là, les Américains vont être obligés de déplacer leur armement vers le Rwanda. C'est comme ça que le Rwanda va se retrouver en position militaire extrêmement forte pour mener par la suite ses opérations d'invasion du Congo. La guerre va commencer entre les 2 camps. Et au milieu de cette guerre va avoir lieu les massacres de populations civiles. Le problème, c'est que pendant que les Hutus massacrent leurs compatriotes Tutsis, les Tutsis massacrent également leurs compatriotes Hutus. Et l'armée patriotique rwandaise Tutsi va poursuivre les massacres des Hutus jusque sur le territoire congolais, massacrant aussi les Congolais sur leur territoire alors que les Congolais n'étaient pas du tout mêlés aux affaires rwandaises. Les atrocités, viols, assassinats et massacres sur la population civile et autres crimes contre l'humanité s'étant multipliés dans la partie orientale de la RDC. Plusieurs voix se sont élevées à travers le monde pour défendre la cause du Congo avec une seule question. Pourquoi le Congo est-il agressé? Parce que le Congo possède beaucoup d'or, beaucoup de diamants, beaucoup de platine. Ça, ce n'est pas l'ONU dont l'ONU ramène. En tant que l'ONU veut dire la grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire la grande puissance au monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous remarquez ça? All of us are responsible of these failures. Nous sommes tous responsables de cet échec. Pas seulement les grandes puissances, mais aussi les gouvernements africains, les ONG, toute la communauté internationale. C'est un véritable génocide. Les causes lointaines de cette guerre, je pense qu'il faut remonter dans les années 60 avec cette volonté de vouloir toujours annexer une partie du Congo au Rwanda. Et donc c'est ça qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce que je pense M. Paul Kagame a voulu mettre en exécution dans le cadre de son programme politique, c'est-à-dire l'annexion de la RDC, donc la balkanisation du Congo. Et c'est vraiment ça, en fait, la cause profonde de ces interminables guerres qui sévit en RDC. En 1960, aussitôt après l'indépendance du Congo acquise le 30 juin, Patrice Lumumba, Premier ministre,
dénonçait déjà le plan de la balkanisation du Congo par la communauté internationale. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. Balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Sous le regard du colonel Joseph Désiré Mobutu, avec l'aide de la CIA, des Belges et la complicité des Congolais, il est arrêté et assassiné au Katanga, dans le sud du Congo. Son corps n'a jamais été retrouvé et n'a jamais eu de sépulture. Le plan de balkanisation échoue, car Mobutu prend le pouvoir et il obtient tout le soutien de la communauté internationale. Années plus tard, le plan est ressorti des tiroirs et remis sur la table. Mais il reste le dernier verrou, cet homme, le maréchal Mobutu. Dès que ce verrou a sauté, après 32 ans de dictature et de règne sans partage, terrassé par la maladie et lâché par l'Occident, les extrémistes rwandais vont profiter pour exécuter leur plan machiavélique. Et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous. Avec notre aide, bien sûr. Quand vous regardez les cartes d'état-major militaire, on comprend très bien que l'objectif de l'armée patriotique rwandaise, c'est de pousser toutes les populations du Rwanda vers l'est du Congo, parce qu'à ce moment-là, l'armée patriotique rwandaise a pour objectif de prendre le Congo. Fuyons les massacres et assassinats bien ciblés. La population rwandaise est obligée de se réfugier à Goma et Bukavu, en République démocratique du Congo. Plus d'1 million de personnes se sont retrouvées concentrées dans un espace aussi réduit, favorisant la transmission du sida, provoquant des épidémies de choléra et autres maladies. Le 12 octobre 1996, la coalition Rwanda-Burundi-Ouganda agresse le Congo en créant une alliance dénommée AFDL. Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Après la chute du maréchal Mobutu, il prend le pouvoir le 17 mai 1997 et prête serment en présence de ses pairs dans un stade archi-comblé. La Cour invite M. Laurent Désiré Kabila à assumer les fonctions de chef de l'État de la République démocratique du Congo. Je jure fidélité à la nation. Il était loin de se douter que certains d'entre eux avaient un agenda caché, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Leur premier objectif étant d'infiltrer entre 35 000 et 45 000 soldats rwandais et ougandais au sein de l'armée congolaise, afin d'asseoir leur pouvoir hégémonique au Congo. C'est à l'époque où Laurent Désiré Kabila est chef de l'État. Nous avons comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un que les Congolais ont identifié comme n'étant pas congolais mais comme étant rwandais et qui est venu lui dire à la télévision « Je suis congolais ». Nous sommes des Congolais, on ne sommes pas des Congolais. Le 2 août 1998, le Congo est encore agressé par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ce qui consacre définitivement la rupture entre Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés. Et le Congo résiste grâce à l'intervention de l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Les dirigeants du Rwanda tiennent le Congo pour une colonie, un domino, où ils vont nommer les dirigeants de notre peuple et où ils vont se servir gracieusement, impuniment, comme vous les avez vus, lorsqu'alliés à nos forces de libération, ils se sont livrés ici à une série de crimes que nous avons décriés. Profitant de ces appuis, le Rwanda déclenche une tentative de coup d'État contre Laurent Désiré Kabila, en tirant sur la population civile.
La secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, fait alors pression sur le pouvoir de Kinshasa. Même dans une société radicalement injuste, on n'a jamais rien vu de tel. Vous êtes agressé chez vous. Vous réagissez en légitime défense. Et c'est vous qui êtes condamné. Moi, je vous ai toujours dit, avec la Albright, Madame, vous vous rendez compte, quand on a déclenché le fameux coup d'État là, le lendemain, c'est elle qui sonne pour dire, M. Kabila, nous ne sommes pas d'accord avec l'extermination des Tutsis. Le lendemain du coup d'État. Où est-ce que vous les avez vus exterminer? Je dis, madame, mais vous êtes malvenue. Ces agresseurs viennent nous agresser et vous vous dites que nous sommes en train de les exterminer. Vous voulez donc qu'on croise le bras, que viennent faire? C'est vous qui les avez envoyés en mission ou c'est quoi? Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné et remplacé par son fils, Joseph Kabila. L'ignoble assassinat du chef de l'État a fait que les hautes charges de la magistrature suprême me soient confiées. Cette agression a conduit le Congo jusqu'aux accords de Sun City en Afrique du Sud, afin qu'il partage le pouvoir avec les belligérants. Vous savez comment ça s'est passé à Sun City? Le 1+4. Et on prend tous ces bandits qu'on a appelés les composants, qu'on a appelés les entités, et on les met tous dans les pouvoirs. Voilà le comble quand je dis que les causes externes de cette guerre viennent de très loin. Donc à partir de Sun City, avec le mixage, c'est le virus qui ronge actuellement l'armée congolaise. M. Kabarebe, qui a donné toute la situation de notre armée, de la base. Il parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'armée congolaise. Et un journaliste qui a dit, mais vous êtes ministre de la Défense au Rwanda, mais vous avez la situation de l'armée congolaise à la minute, puisqu'il a déjà infiltré suffisamment cette armée. À travers ces accords, et sous la pression de la communauté internationale, plusieurs criminels rwandais ont été récompensés en accédant à des postes de haute responsabilité au Congo. Tous les accords qui ont été signés avec les agresseurs du Congo ont été des accords politiques qui ont systématiquement mis les étrangers en position d'autorité et de pouvoir politique, de possibilité de conquérir le pouvoir politique au Congo. À chaque guerre, à chaque cycle de violence, ces mouvements recourent toujours au même mode opératoire, au même modus operandi. C'est-à-dire que les Rwandais, et pas seulement le Rwanda, mais Kagame et Museveni, fabriquent des pseudo-rébellions congolaises. Ce ne sont pas des accords qui ont été faits dans le but de pacifier le Congo, puisque le Congo n'a jamais été pacifié. Ce ne sont pas non plus des accords qui étaient à l'avantage des Congolais, puisque tous ces gens sont devenus des interlocuteurs politiques et des interlocuteurs influents dans l'armée congolaise. Donc, c'est comme si le Congo a été successivement victime de défaites militaires, et qu'au terme de ces défaites militaires, on a consacré le pouvoir politique étranger dans l'appareil d'État congolais. Après chaque agression, le Rwanda et l'Ouganda présentent des milliers de soldats ou autres agents rwandais et ougandais comme étant des Congolais en vue de les infiltrer dans l'armée et les institutions congolaises. Mais leurs chefs de guerre vivent paisiblement à Kigali sans la moindre inquiétude d'être extradés. Tels les cas de Laurent Nkunda Batware, Jules Mutebouzi, Sultani Makenga et bien d'autres. On a vu donc des Rwandais propulsés à des postes stratégiques, alors que ces Rwandais étaient manifestement des chevals de Troie. Manifestement, c'était des infiltrés. Et beaucoup d'autres de ces infiltrés sont encore là. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que le Congo puisse connaître la paix? Car, sans le Congo, Paul Kagame ne vaut rien.
Ce sont les minerais de la RDC qu'il pille et commercialise avec l'aide de certaines multinationales. Kagame a été placé à la tête de l'État rwandais comme le sous-traitant du vol des matières premières et des ressources naturelles du Congo par les multinationales et par les grandes puissances. C'est pour cette raison qu'il jouit d'une impunité totale. Il y a des quartiers au Rwanda qui ont le nom de Merci Congo parce que l'essentiel des minerais du Congo servent à nourrir ces familles. Le Rwanda est devenu exportateur de coltan alors qu'ils n'ont pas un gramme de coltan dans leur sous-sol. C'est quand même curieux pour dire que Kagame a développé son pays et que par conséquent il peut commettre des crimes comme l'ONU. Les lobbies n'ont aucune considération pour l'être humain. Quel sort réserve-t-il alors à l'Africain? Il y a effectivement des entreprises qui achètent le minerai au plus offrant et qui donc n'ont pas de problème à l'acheter au Rwanda. Et puis il y a une communauté internationale, entre guillemets, qui déploie certains moyens pour que la situation ne dégénère pas complètement. Et c'est le sens de la mission d'observation des Nations Unies qui a été déployée au Congo, avec d'abord 5 000, 10 000, 12 000, puis finalement 17 000 hommes, qui essayent de donner un cadre, essayent d'empêcher que des massacres terribles se produisent, et réussit avec un certain succès cette mission-là. Plusieurs rapports des Nations Unies ont prouvé que le Rwanda finançait les rébellions à l'est du Congo, que le Rwanda était impliqué dans le pillage des minerais au Congo, que des entreprises rwandaises dans lesquelles le président Kagame est membre du conseil d'administration étaient impliquées dans le trafic illicite de minerais au Congo. Au mois d'avril 2014, Paul Kagame est invité à Bruxelles pour participer au sommet Union européenne-Union africaine. C'est une erreur de l'avoir invité. Pourquoi? Parce que nous le considérons comme étant un criminel. Criminel parce qu'il y a l'assassinat de deux présidents rwandais et burundais, le 6 avril 1994. Et puis il y a des massacres qui ont été commis au Congo, alors que d'autres présidents qui ont commis les mêmes crimes, comme Milosevic, ont été conduits en prison, ou ils sont morts, ou alors M. Charles Taylor du Libéria, et j'en passe, ne parlons pas de Gbagbo. On a décidé de ne pas parler des crimes commis par Kagame, c'est une bonne récompense politique. 2, on va fermer les yeux sur le régime de Kagame, donc sur toutes les atrocités qu'il commet, y compris sur le niveau de dictature que est devenu ce régime, parce qu'il rend des services aux multinationales et aux grandes puissances qui veulent les minerais au Congo. Fort de ce soutien, Paul Kagame a attrapé la grosse tête et joui d'une impunité totale. Mais pas pour autant la vie éternelle sur cette terre des hommes. Monsieur Paul Kagame affiche une certaine arrogance vis-à-vis du Congo, vis-à-vis des Hutus, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Belgique, parce qu'il sait qu'il était soutenu en 1994 par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par Israël. Quand vous avez ces trois pays derrière vous, vous pouvez vous permettre d'être arrogant. Si il n'avait pas ces pays derrière lui, il y a longtemps que les crimes de M. Kagame auraient été mis en lumière par une juridiction internationale, y compris par le tribunal pénal international. Le Congo a tendu la main au Rwanda en invitant le président Paul Kagame aux festivités marquant le 50e anniversaire de son indépendance. Non seulement Paul Kagame fait attendre toutes les personnalités conviées à cette cérémonie, notamment le roi des Belges. Il arrive en retard et affiche publiquement un mépris à l'égard de ses hôtes en lisant un magazine en plein défilé du cinquantenaire du Congo, avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Le fait de se déplacer et d'aller commettre des atrocités au Congo est simplement un plan qui avait été prévu par les mentors du FPR, que lorsque le Kagame allait prendre le pouvoir au Rwanda, le premier objectif était d'envahir le Congo pour s'occuper des minerais de l'Est du Congo. C'était ça le plan, et la stratégie a été effectivement mise en place de cette façon-là.
notre commission sénatoriale belge a conclu sans ambiguïté possible qu'au moins 3 mois avant le début du génocide, la Belgique, la France, les États-Unis et le secrétariat des Nations Unies avaient connaissance de l'existence d'un plan de génocide ou de massacre à grande échelle. C'est simplement un criminel de guerre qui est à la tête de l'État rwandais, qui a transformé l'État rwandais en un État voyou, puisque cet État-là viole le droit international en commettant des atrocités et des massacres sur le territoire congolais, un territoire dont les populations n'ont jamais fait de mal à aucun Rwandais sur le territoire rwandais. Beaucoup de crimes qui ont été commis en 1994 ont été commis par des éléments Tutsis de l'armée patriotique rwandaise et on les a imputés à des Hutus. Donc, si on mène des enquêtes, si on travaille dans cette direction aussi, on va constater qu'il y a certains Hutus qui ont été accusés d'avoir commis des massacres contre des Tutsis, alors que c'est les éléments de l'armée patriotique rwandaise qui ont tué les Tutsis. Le FPR de Kagame dit par exemple que des bébés de 4 ans ont planifié un génocide. Des enfants de 4 ans, des femmes qui fuyaient vers le Congo avec leur bébé dans le dos et ont planifié un génocide. C'est absurde. On est dans une situation où, puisque la communauté internationale a désigné d'office les coupables comme étant les Hutus, alors personne ne veut regarder ce que faisaient les éléments Tutsis de l'armée patriotique rwandaise pendant cette période. Too many people are suffering. Too many people are sad. Too little people got everything. Kagame avait porté son choix sur des chefs de guerre qui n'auraient pas d'état d'âme vis-à-vis des Congolais. Kunda Batware, Bosco Ntaganda, Jules Mutebuzi et bien d'autres, afin qu'ils accomplissent sa sale besogne au Congo. North, south, east and west, remake the world. Gotta prove that you're the best. Remake the world. Be you black, be you white, yeah. Africano, travail puissant, mon activité, Africa disparaisse, alors qu'à rouge, l'Afrique a pris refuge dans l'utopie du temps. Le passé est meilleur dans l'utopie de l'espace. Vivre mieux c'est ailleurs, oh grand bonheur. Aïe aïe aïe. Chers amis, camarades de Malakoff et d'ailleurs, et mes compatriotes congolais, vous qui êtes là ce soir, j'ai dit déjà bonsoir, mais je le redis encore parce qu'on peut le faire plusieurs fois. Nous ne pouvons débuter cet événement sans penser au milieu des morts. Au milieu des morts congolais, victimes de la guerre et massacres imposés à la RDC, la République démocratique du Congo, par des grandes puissances qui ont fait du Rwanda leur armée de mercenaires, là où leurs propres troupes ne peuvent plus intervenir, de peur de créer un scandale qui provoquerait une vague de protestations. C'est vrai, le principal sujet du jour est l'accaparement des terres sur fond de balkanisation. Il a été bien évidemment accompagné par ce film, Le silence des crimes oubliés. Je crois que, après avoir regardé ce film, nous sommes mis en condition pour bien comprendre le sujet du jour. Le philosophe Amadou Hampâté-Bâ, les gens qui ont connu l'UNESCO dans les années 80-70 connaissent ce nom. Il avait dit, quand la chèvre est bien présente, il ne fait pas bien de bêler à sa place. Moi, je dirais que les étrangers à un sujet, s'ils connaissent bien le sujet, peuvent aussi l'évoquer pour l'éclairage de l'opinion. Par ce film de Gerbert Laloufou, il y a eu une large contribution pour lever les voiles
la chape de plomb qui pèse sur la situation de la RDC. Et je vous assure que ce film a inspiré un autre film que certains ont déjà vu. L'Empire du silence. Nous avons donc la chance d'avoir aujourd'hui son auteur, M. Gilbert Baloufou, le réalisateur, le cinéaste, arrivé tout droit de la République démocratique du Congo, qui fera un commentaire après cette projection que vous avez suivie. Et son commentaire sera évidemment suivi des échanges avec le public. Alors, c'est monsieur qui a bravé tous les dangers, mais qui a quand même tourné le film. Il va lui-même relater toutes les difficultés qu'il a connues. Ce monsieur mérite notre respect et nos applaudissements les plus forts. Je demande donc à Gilbert Baloufou de se lever, de venir s'asseoir, de prendre la place, puis de prendre la parole, d'échanger avec le public. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs, je vous salue d'abord et vous remercie de votre présence. Ces films que vous venez de suivre représentent 3 ans de recherche et de documentation. Et il s'intitule Congo, les silences des crimes oubliés. Mais comme le titre le dit, Congo, les silences des crimes oubliés, et moi je ne peux pas vous oublier, je demande à ce qu'on puisse applaudir les organisateurs et vous-même. Ce film, je l'ai commencé en 2013 et l'ai terminé en 2015. Donc ça faisait 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais entre la Belgique, la France, la RDC et les États-Unis, où j'ai fait 25 États américains, puisque beaucoup de gens ne voulaient pas prêter leur voix à ces films. Ils disaient que c'était un sujet sensible. Mais moi, au départ, en tant que Congolais, ce n'était pas un sujet sensible, puisque si on viole votre femme, votre enfant ou votre fille, puisqu'il y a eu même des enfants, des garçons qui ont été violés aussi. Donc, on ne peut pas dire que c'est sensible. Donc, le fait de faire un film, surtout un documentaire comme celui-ci, c'est une façon de raconter son histoire au monde. Avant de le faire, j'ai d'abord fait le tour de la RDC. J'ai fait toutes les provinces de la RDC. Ensuite, j'ai fait 3 fois le tour du Rwanda. Puisqu'avant de faire un film, il faut aussi poser des questions aux populations, savoir ce qu'ils pensent de leur pays. Donc, j'ai posé des questions aux Congolais, et ensuite, j'ai posé des questions aux Rwandais, Hutus et Tutsis confondus, et dans un pays policier, fliqué comme le Rwanda, ça n'était pas facile. Et ensuite, quand j'ai fini de faire le tour du Rwanda, je suis rentré, j'étais basé toujours dans l'Est, entre Goma et Bukavu, donc dans l'Est de la RDC. Et ensuite, je suis revenu ici. Je ne sais pas si vous avez pu voir au niveau de générique de fin, j'ai presque fait toutes les interviews moi-même, presque, donc 70% d'interviews, sauf Mukwege, c'est mon assistante, Miss Bangala, qui a fait l'interview avec le docteur Mukwege. Et aux États-Unis, c'était la boîte de production que j'avais louée, puisque je ne pouvais pas amener les caméramans partout. J'ai travaillé avec 7 caméramans. Donc j'ai travaillé avec 2 caméramans dans l'Est de la RDC, 2 à Kinshasa, 2 à Bruxelles, et puis aux États-Unis, il y avait aussi 2. Je ne pouvais pas les amener partout. Alors, ce film m'a créé beaucoup de problèmes. Quand ce film est sorti en 2015, puisqu'il est sorti d'abord en 2015, et ensuite c'était au Zimbabwe International Film Festival, au Zimbabwe. Après le Zimbabwe, il est allé aux escales documentaires de Libreville, en 2015. Et après le Gabon, Libreville, le film était au FESPACO, qui est l'un de
festival le plus prestigieux du continent et du monde. Et j'ai remporté le trophée de deuxième prix de meilleur film documentaire. Et en réalité, c'est moi qui ai été le premier prix. 3-4 jours avant la cérémonie de clôture, le film avait disparu. Et en plus, dans le festival, je ne sais pas s'il y a des cinéastes ici, tous les films inscrits, il y avait 1188 films soumis. Mais on en avait retenu que 88, dont 21 documentaires. Et tous les films de la même catégorie passent dans les mêmes salles pour que les jurys puissent le suivre. Mais parmi les 21 films documentaires, il n'y a que le mien qui est passé dans une salle ailleurs. Les 20 films sont passés dans les mêmes salles, sauf le mien. Donc il y avait déjà quelque chose qui s'était passé. Et les transporteurs officiels du FESPACO, c'est Royal Maroc. Donc, que vous soyez à Montréal, au Congo, on arrive tous à la même heure en fait, puisqu'on passe toujours par Casablanca, on arrive à la même heure. Et ce qui fait que pour éviter trop d'embouteillage au niveau de la caisse, on laisse les passeports à l'aéroport et vous les récupérez 2-3 jours après. 2 semaines avant le FESPACO, elle est partie au Rwanda. La présidente du jury était partie au Rwanda. Et voilà comment le film avait aussi disparu. Et voilà comment mon film, ma projection était déprogrammée. Ça, c'est encore une chose. Mais malgré cela, quand je suis rentré au Congo, et j'ai été victime de filature, et j'ai échappé à 5 tentatives d'assassinat. Ensuite, je suis allé habiter dans une ambassade, et puis je suis allé en exil au Sénégal. Les visas ici en Europe étaient bloqués, partout sauf dans 2 ou 3 pays. D'ailleurs, là, je viens de la Grèce, puisque j'étais invité à la 23e édition du Festival francophone d'Athènes et était à Thessalonique. L'ordre avait été donné à tous les pays européens de ne pas m'accorder le visa, comme si j'étais un terroriste, puisque je fais les films que vous venez de voir. Et ensuite, il y a eu quelques pays, il y en a 2 ou 3, qui, eux, peuvent octroyer le visa à partir de leur ambassade sans poser la question à la maison Schengen. Et c'est comme ça que je suis venu ici, après 8 ans, alors que j'ai vécu ici en France. Il y a plus de 20 ans que j'ai vécu ici en France, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu au Sénégal, et j'ai visité au moins 30 pays dans le monde, à travers le monde, sans compter les 25 États américains que j'ai visités dans le cadre de mes recherches. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. J'ai connu énormément de problèmes à cause de ces films, mais en faisant ce film, je n'ai fait que raconter mon histoire, défendre mon pays, comme le font les autres peuples. Et je ne vois pas pourquoi on peut interdire à un Congolais de ne pas raconter son histoire, et on laisse d'autres personnes raconter leurs histoires. Et d'ailleurs, d'aucuns m'ont dit que le récit congolais n'appartient pas aux Congolais. Donc, il fallait que ces récits soient racontés par d'autres personnes, selon leur idéologie. Donc, c'est ça un peu l'histoire que je voulais partager avec vous. Je pense que si vous avez des questions, moi je pourrais répondre à vos questions pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps. Merci. Oui. Alors, ceux qui ont des questions à poser, ils vont lever la main et puis je commence par monsieur. La question c'est, je sais que c'est pas facile, c'est multiplier, comment multiplier cette cause. Nous demandons qu'il y ait le tribunal de paix et tout ça. Nous savons que si on met ça, c'est pour mettre à nu toutes les velléités concoctées par les communautés internationales. Mais par contre, la communication, nous pouvons nous en saisir, de multiplier les actions. Et ce n'est que par des actions que vous faites que cette cause, un jour, finira par être connue par d'autres. Donc c'était juste pour vous encourager, mais nous savons comment. C'est pas facile. Merci. Oui, je pense que vous avez tous compris la problématique à travers le film. Donc le film il dure 1h18, mais il raconte un peu tout ce qui s'est passé au Congo.
Mais j'avais oublié d'annoncer ici que le film était censuré. Donc dès que j'ai remporté le trophée, le film était censuré. Il a été envoyé partout. Mes amis américains ont envoyé ce film au Ghana, au festival de Black Star. Black Star, ça symbolise un peu Marcus Garvey. Moi, quand je pars à New York, je passe toujours par les centres Marcus Garvey. Il y a souvent des colloques et puis des projections et tout. Mais mes amis américains avaient inscrit ce film au festival La Star au Ghana. Mais il a été refusé. Le film avait été refusé partout. Il était non seulement censuré au Congo, chez moi déjà au Congo, il était censuré, il ne pouvait pas passer au Congo puisque le criminel était encore au pouvoir. Donc c'est maintenant que le régime a changé de main, le Congo, que je fais quand même une première présentation. Mais il y avait quelqu'un au pouvoir qui ne pouvait pas accepter ce film puisque Kabila était placé au pouvoir par Kagame. On le sait, tout le monde le sait, notamment par la communauté internationale. Donc maintenant, le film est à votre portée. Il y a maintenant moyen, puisque Christophe et les associations de Malakoff viennent d'organiser une projection. Il y avait une aussi qui était prévue à l'hôtel de ville de Paris, le 11 mai. Et cette projection avait été annulée. Donc, prétextant que ce sont des associations rwandaises qui ne voulaient pas, puisque Charles Nana est dans mon film. Donc ça n'a rien à voir. Tout ça, c'était une façon de continuer la censure. Donc le film est à votre portée et on va davantage organiser comme vous avez organisé aujourd'hui. Je vais encore ajouter quelque chose, peut-être qu'il y a une question qui viendra plus tard par rapport à ça. Dans ces pays, en France, en Belgique, à Londres, puisque les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les gouvernants et les Blancs ou les gouvernants et les Français et les Belges. Les gens ont marché ici en France, en Belgique, à Londres, même aux États-Unis, contre la colonisation du Congo. Les gens ont marché dans ce pays. Nos populations ne le savent pas. C'est à travers ces genres de rencontres qu'on peut expliquer aux gens, puisque dans plusieurs pays africains, il y a aussi maintenant la montée de la haine contre les Français. Moi, tous mes amis américains parlent français. Moi, je parle même pas couramment pour moi l'anglais. J'ai fait parler français à tous mes amis américains. Tous ils parlent français. Donc, les gens ne connaissent pas la différence entre le peuple et le lobby. Donc, il faudrait que dans certaines rencontres, on puisse expliquer, et ici, et en Afrique aussi, que les gens comprennent de faire la différence entre les deux. C'est pas la même chose. Ok. Une autre question. Monsieur Titi, ma question c'est sur comment avez-vous ressenti une certaine distance qui s'est exprimée, qui commence à s'exprimer vis-à-vis de Kagame. Est-ce que j'ai quand même, au travers de ce film, vu l'intervention d'Obama comme s'il y a quand même une certaine distance qui s'y opère? Est-ce que vous avez ressenti dans vos visites, que ce soit surtout aux États-Unis, un certain relâchement? Et la deuxième question, vis-à-vis de Kagame. Et la deuxième question, c'est par rapport à la distance par rapport à quoi? À Kagame. Est-ce que les gens, l'Occident, notamment les États-Unis, qui ont soutenu, qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui encore Kagame, est-ce que vous avez ressenti dans vos contacts un certain, on est en train peut-être de le lâcher? Est-ce que vous avez ressenti ça? La deuxième question, c'est que pour ce film, vous avez certainement bénéficié des aides ou des contributions, notamment de l'Union européenne. Comment ce soutien s'est exprimé concrètement? Est-ce que c'était un soutien, un apport tout simplement moral, en parole, ou bien ça s'est exprimé de façon un peu plus concrète? Moi, je vais autant vous dire ceci. Moi, je suis auteur. Je suis auteur, le seul pouvoir que j'ai, c'est l'art. C'est à travers l'art que c'est le seul pouvoir que j'ai. Je n'ai pas de pouvoir politique. Ouais. Et ces films, je le fais sans sponsor. Mais vous pouvez voir des films africains. Je suis cinéaste, je suis enseignant ici depuis longtemps. Je connais des collègues africains. Vous regardez le scénario qui est nul. Mais quand vous voyez le nombre de sponsors qu'ils ont, vous allez vous étonner. Donc pourquoi? Puisqu'ils parlent au nom des autres.
Christophe a mentionné tout à l'heure, il a parlé de ce film qui a inspiré un autre. C'est le film de Thierry Michel, L'Empire du silence. Thierry Michel est un collègue que je connais depuis très longtemps. Et il était au FESPACO quand j'ai remporté les trophées, puisqu'on n'a pas voulu mettre des images, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Il était là, il était au FESPACO, il m'a félicité, mais il a voulu enterrer un film existant en faisant un autre, intitulé Empire du silence. Voilà le problème. Et Magus, là, nous sommes en justice aujourd'hui avec Thierry Michel. Puisque Thierry Michel, dans son film, il est suivi par beaucoup de gens, mais au moins, beaucoup ont commencé à comprendre que son film est sans analyse. On a vu que les Français et les Belges écrivent, même sur Internet, ils disent que son film est sans analyse. Donc il ne parle pas de la balkanisation, il ne parle pas de la balkanisation, il ne parle pas d'infiltration, il ne parle pas d'agression, mais il veut faire comprendre à tout le monde que les Congolais sont des barbares, ils s'entretuent entre eux. Comprenez? Donc il a pris un film existant, il m'a demandé mon film, je lui ai remis, il m'a dit ouvertement que comme ton film est censuré, moi je suis en train d'organiser une rétrospective sur les films en Europe. Est-ce que tu peux me donner ton film, que je puisse l'inclure dans le programme, puisque ton film est magnifique. C'était à Kinshasa. Là, j'étais déjà rentré à Kinshasa après mon exil. Et je lui ai remis le film, c'était pas par naïveté, puisqu'entre collègues, on échange de support. Et je lui ai remis le film, comme j'ai remis aux Camerounais, aux Tunisiens, aux Français aussi, qui viennent au festival. Mais là, il a pris le film, il a tout calqué pour refaire l'Empire du silence. Déjà, quand vous voyez, les deux titres sont proches. Congo, le silence des Kimoubliers et l'Empire du silence. Et même les synopsis, il a copié le mien. Donc, même toute la structuration narrative, il a copié chez moi. C'est ça un peu le problème. Entre-temps, il a mobilisé toute la presse européenne, les canards enchaînés. Donc, en privé, je peux vous donner des copies de journaux. Les canards enchaînés, la Libre Belgique, le soir, il a mobilisé TV5, France 24, il a mobilisé. Moi, si je vais demander le droit de réponse, on ne me donnera pas. Vous comprenez? Je peux aller chez TV5, France 24, on ne me donnera pas le droit de réponse. Mais Thierry Michel passe sur toutes ces chaînes. Il vient chez moi au Congo, il projette son film, son fameux film, il le projette partout. Mais moi, mon film était interdit même en Belgique. Là, je présentais dans une salle privée à Bruxelles. Mais on va voir si les jours où je pourrais aussi demander dans une institution belge, si on pourrait me l'accorder. Le film de Thierry Michel est passé au siège du Parlement congolais. Donc voilà le problème. Je disais que je m'appelais Maître Boukassa, que j'étais avocat au barreau de Paris ici, que je vous remercie en tout cas pour votre apport très sincère effectivement à la cause congolaise. Alors ma question est très simple. J'ai remarqué que non seulement vous avez vécu en France, vous avez aussi vécu en Belgique, et puis vous connaissez très bien la région du Grand Lac. Je voulais dire que nous avons eu effectivement tous ces crimes imprescriptibles, mais toutes les démarches qu'on est en train d'accomplir en ce moment. Et je voudrais dire ceci, parce que nous devons aussi penser à la solution. Ma question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est une question qui est un peu politique, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, il y a des efforts qui sont faits à l'heure actuelle pour pouvoir mener la paix, avec par exemple le groupe de IAC qui est juste en tout cas à l'Est, ou bien les forces régionales qui sont contestées en ce moment. Mais croyez-vous effectivement que les efforts qui sont en train d'être faits avec les forces régionales, avec l'arrivée de la CEDEC, effectivement, dans peu de temps, peuvent contribuer à alléger, ne fût-ce qu'un petit peu, la population de l'Est que vous connaissez? Je ne sais pas si je... Oui, moi, j'aime autant vous dire que face à cette situation, il faut tout tenter. Il faut tout tenter, ça face à cette situation, il faut d'abord tout tenter, puisqu'il ne faudrait pas qu'on dise plus tard qu'on a fait proposer ceci au Congo, le Congo a fait refuser. Donc il faut tout tenter. Et le Congo a son agenda, que moi je ne connais peut-être pas. Ouais. Je voudrais dire d'abord félicitations pour votre film. Je représente en fait ici l'Union internationale des journalistes africains. Et Monsieur Lanciné Camara, en fait c'est plutôt lui que je représente, et pas l'association, puisqu'il m'a demandé, comme il n'était pas présent, il n'est pas possible pour lui de venir aujourd'hui, il m'a demandé de venir assister. Donc
de vous remercier, ceux qui nous ont invités, enfin ceux qui l'ont invité. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Et après, il ne m'a pas donné du tout d'instructions particulières ou de questions à vous poser, mais j'aimerais vous poser une question. On a bien compris les enjeux pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez des médias? Qu'est-ce que vous attendez des journalistes engagés aujourd'hui avec ce film, avec les messages que vous voulez porter? Qu'est-ce que vous attendez donc de cette communauté qui peut peut-être aujourd'hui intervenir dans son métier, relayer un certain nombre de messages, faire des articles, communiquer? Voilà, merci pour votre réponse. Le film n'a pas été trop médiatisé ici en Europe. Je suis déjà en contact avec certains, mais s'il y en a d'autres qui viennent, tant mieux, ça sera un grand soutien pour moi. Bonsoir à tous, bonsoir Gilbert, j'espère qu'on m'entend suffisamment, vous m'entendez bien. Macrandi. Donc moi je tiens déjà à vous remercier. Parlez plusieurs fois. Oui, tout à fait. Alors je vais tutoyer parce qu'on se tutoie. Oui, justement. Alors, il a été évoqué, félicitations pour le travail évidemment, et éventuellement de quelle manière, encore une fois pour rebondir sur la question de quel apport nous pouvons avoir en tant que spectateurs, en tant que communauté, parce que la présence d'une seule personne ce soir peut être effectivement le relais. Une personne ce soir peut être le relais de cette œuvre et même surtout du travail du réalisateur que tu es. Donc de quelle manière nous pouvons agir, enfin de quelque manière que ce soit évidemment, pour que le travail soit relayé, bien sûr, mais surtout une éventuelle protection. Merci. Oui, Randy, alors c'est une suggestion ou bien c'est une question? C'est plus une question qu'une suggestion. Nous allons prendre encore 2 questions. Monsieur, s'il vous plaît. Si votre parti Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour mon frère. Je suis centrafricain de la région vraiment frontalier du côté de Yakoma. Donc je suis préoccupé et concerné de ces problèmes du Congo qui concernent toute la zone de l'Afrique centrale. Et vous savez tous ici aujourd'hui que Kagame continue encore à étendre son influence jusque là-bas. Merci, vous avez produit un document pour nous. C'est un document pour l'action. Et je voulais demander, j'espère que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, parce que c'est un document d'action que vous avez produit. Il existe déjà un groupe d'avocats africains ou d'autres lobbies qui vous contactent, soit au niveau de l'Europe, de l'étranger, soit au niveau de l'Afrique, pour entamer l'action du tribunal que vous venez d'évoquer. Merci. Merci. Vous pouvez répondre? Non, je crois que c'est une question d'ordre politique. Moi, ce n'est pas moi qui devrais installer ce tribunal. C'est une proposition. C'est une proposition. Déjà, les États-Unis, les Nations Unies et autres n'arrivent pas à installer ce tribunal. Moi, en tant qu'auteur, moi, je n'ai fait que donner la matière. Moi, c'est très court. C'est le chiffre, le nombre de 10 millions de victimes qui paraît énorme à beaucoup de mes amis. Et donc, est-ce que vous pourriez donner des détails? Ces 10 millions, quelles sont les sources, morts, comment, etc. Madame, concernant le nombre de morts, le chiffre qui est mentionné dans le film, c'est un chiffre de l'époque, puisque le film date de 2015. Aujourd'hui, les morts ont augmenté, ça augmente, puisque la guerre continue. Donc, ce n'est pas
un chiffre qu'on peut considérer comme tel, puisque la guerre continue au Congo. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Je me présente, Simon Pierre Tipoulou, politologue, théologien aussi, et membre de la Convention des Congolais de l'étranger, dont Madame Anastasie est représentante ici en France. Le lobbying dont on parle, parce que la conférence ici ne vous concerne pas seul. Il y a des gens qui peuvent vous compléter. Nous avons fait le lobbying depuis les années 2011. Nous avons été reçus au Sénat français, il est là, pour le Congo. Ce n'est pas maintenant, depuis que le gouvernement a changé. Nous avons des structures qui peuvent faire toutes les actions dont les frères Tchadiens a parlé. Excuse-moi. Alors, je voulais maintenant en arriver à Gilbert. Merci, félicitations. Je t'avais posé la question, mais je l'ai dit pour tout le monde. La version anglaise du film. Parce que, anglais, je vis en Allemagne. Personne n'écoute le français. Ils s'en foutent du français. Les Allemands, si c'est l'anglais, on va comprendre. Et j'étais venu ici, non seulement pour vous, j'espérais voir Charles Onana ici, je voulais l'amener en Allemagne, faire une conférence à Berlin pour tordre le cou à Kagame. On allait demander au Bundeskanzler de sortir les archives, montrer qu'en 1885, le Rwanda n'existait pas à Berlin. Mais je regrette, là je ne vois pas Onana, la version anglaise, le lobbying continue. Moi, mon mouvement, cette année, s'appelle Pax RDC 2023. Nous voulons la paix cette année en RDC. Et nous allons l'avoir par tous les moyens. Merci. Bon, merci, Pasteur Simon. Le film existe également en version anglaise. Donc, vous inquiétez pas. En faisant la version française, je faisais l'anglaise en même temps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, M. Gilbert. En fait, ma première question est de savoir, nous sommes des groupes politiques. Qu'est-ce que vous attendez des hommes politiques congolais par rapport à votre action? D'abord, je tenais à vous soutenir et à être de votre côté parce que vous faites un combat noble. Deuxièmement, pour Mme Anastasie, avec qui on a beaucoup milité, c'était pour répondre. Les FDLR, ce sont des opposants des Kagame. Ils sont au Congo parce qu'ils sont réfugiés. Déjà, ça c'est de 1 pour Mme Anastasie. Pour Mme qui demandait 8 millions de morts, 10 millions de morts au Congo, en fait, il y a des rapports de 2002 de l'ONU, de 2003 de l'ONU, les rapports mapping qui datent de 2010, il y en a tout, c'est bien décrit. C'est sur Internet, tapez rapport mapping et vous verrez ça. Donc, nous sommes avec vous et Christophe, on a parlé, on est ensemble. Merci. Je suis Jérôme Kitambala. Je dirige une association Synergie et Développement. Vraiment, en regardant votre film, on éprouve de la colère. On éprouve de la colère. Comment se fait-il que ce film, très, comment dirais-je, très pénétrant, a pu passer dans les oubliettes depuis 2015. On n'a jamais entendu parler de ce titre. Moi, je suis en France. J'ai appris, effectivement, comme tout le monde, Charles Michel, comment il s'appelle encore? Thierry Michel. Non, plutôt Michel, le cinéaste belge, a pu faire un film et qui a une certaine renommée, qui a pu avoir une certaine renommée médiatique. Comment se fait-il que votre film, qui est aussi prenant, aussi poignant, n'est pas sorti dans les salles? Bon, effectivement, vous avez donné l'explication, il y a eu effectivement la censure qui a pesé là-dessus. Ce que moi je voudrais faire comme proposition, comme suggestion, on doit avoir maintenant une perspective nouvelle pour le pays. Depuis 20 ans, ce pays souffre dans l'indifférence totale.
de ce que vous appelez la communauté internationale qui est en fait l'Occident. L'Omerta pèse sur les crimes, sur le génocide congolais. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est d'aller voir le Sud global. Le Sud global. Ce sont des pays qui peuvent nous aider à mettre en place ce tribunal pour le génocide au Congo. Cuba, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, tout le SADC, il faut sensibiliser ces pays. Il faut sensibiliser ces pays. Le Brésil, à ce moment-là, on pourra voir poindre à l'horizon ce projet de tribunal sur le génocide congolais. Parce que là, on tourne en rond depuis 20 ans. On tourne en rond. Nous avons perdu 20 millions, enfin 10 millions de Congolais dans l'indifférence totale. Voilà, je termine là. Oui, merci. Pour votre information, ces films étaient au Brésil et aussi en Inde en 2018, où il avait remporté le prix de meilleur film documentaire avec la mention d'honneur du jury. Donc il avait déjà été en Inde, mais sauf dans la zone francophone, ça n'était pas facile. Bon, une dernière question. Pas tout à fait une question, un soutien de la part de l'ACA, qui est ici aussi basée à la Macom, l'Association des combattants contre le colonialisme. Alors donc je voulais, puisqu'il faut aller vite, toute mon admiration donc, pour l'auteur du film, toute mon admiration, mon accord le plus total avec ce que vient de dire le monsieur ici. Donc il y a deux problèmes différents. Un, c'est l'horreur de ce problème-là qu'il faut faire cesser le plus vite possible. Et ça, c'est, je veux dire, quand c'est d'abord l'affaire des Congolais, bien entendu, mais c'est aussi l'affaire de tout le monde autour. Donc il faut s'en mêler. Alors maintenant, sur l'indifférence totale, qu'il faut bien dire qu'il y a en Occident sur ces choses-là, nous, la lutte qu'on a menée depuis des années, à propos de l'Algérie, montre que cette indifférence, eh ben, il faut la combattre tout le temps, toujours, tous les jours, et que, je ne dis pas on finit par percer, mais ça peut arriver. Et je pensais à une dernière suggestion, la censure dont vous avez été l'objet là pour l'histoire de la mairie de Paris, ça parle immédiatement aux gens qui sont autour. Donc ça, il faut le faire savoir très très fort et très très vite, et ça peut être un tout petit levier pour arriver à la chose la plus fondamentale et la plus importante, c'est cette horreur qui se passe au Congo. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne en France. On commence par des toutes petites choses qui touchent aux droits de l'homme ici, machin comme ça, et ensuite on apporte l'énormité dont d'ailleurs les pays occidentaux sont souvent responsables. C'est évoqué aussi bien clairement dans votre film, c'est-à-dire derrière tout ça, il y a quand même des intérêts miniers, il y a quand même l'impérialisme américain, excusez-moi j'appelle ça comme ça, et l'impérialisme de beaucoup d'autres pays. Hein. Donc voilà un peu cette idée, et encore une fois félicitations pour votre film, et notre soutien le plus total. Dans le cadre de l'ACA, on fait des choses comme ça, et on espère bien qu'on en fera ensemble.